Bonsoir. Content de vous retrouver ce soir dans cette nouvelle édition Le Monde Inconnu. Nous continuons dans la même lancée avec la méditation, solution à nos problèmes. Mais cette fois-ci avec un nouveau sujet. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir professeur. Bonsoir Georgette Bromé. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canada International et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube avec une innovation, c'est que on va commencer à s'intéresser aussi à la page Facebook de l'émission pour que le direct soit multiforme. Comment multiforme? Voilà, alors donc on va parler de la volonté face à l'action occulte comme chronique principale. La suite, on le verra. D'accord. Au programme, votre chronique en 2 parties, la réflexion. Vous avez également la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 28. La volonté face à l'action occulte. Une fois de plus, revenons sur la volonté. Essayons de voir ce qu'il en est de ce qu'on entend souvent dire, qui veut peut. Quasiment tout savoir sur les méandres de la puissance et des vibrations occultes que dégage la volonté, consciemment ou non. Volonté comme phénomène métaphysique, à bien des égards. Pour parvenir à maîtriser tous ces tenants et aboutissants, on doit cerner la mystique qui en serait le couronnement des efforts engagés. Dernièrement, parlant de la volonté toujours, l'occasion nous a été donnée en passant de ce qu'est l'action s'agissant de la volonté. Nous avons même vu que l'action portait en son sein 3 types d'impulsions. L'impulsion instinctive, l'impulsion réfléchie et l'impulsion qui tend à l'absolu, conséquente d'un savoir total. Et c'est le dernier de ces 3 types d'impulsions liés en une sorte de savoir absolu qui est subliminal. Le dernier s'apparentant à tout ce qui est physique et matériel, tandis que le deuxième se manifestant en source régulatrice, une sorte de pont entre les deux autres. L'action prend du pouvoir vibratoire dans les impulsions qui tendent vers l'absolu. Nous pouvons comprendre facilement pourquoi dit-on souvent que dans toute entreprise, la première difficulté qui se pose est celle de la volonté, c'est-à-dire en étudiant l'effet direct des pensées et des sentiments plus ou moins positifs ou négatifs que nous cultivons. Nous comprenons que la volonté doit être au départ et à l'achèvement de tout. Or, bien des gens peinent à s'en sortir dans la vie parce qu'ils sont dépourvus de cette faculté maîtresse, ils se croient incapables de l'éveiller. C'est donc le premier point qu'il convient d'examiner. Question. Que pouvons-nous faire pour acquérir cette précieuse faculté? Disons que la grande difficulté réside dans le fait que tout découragement, toute tension, toute contrainte détruit la volonté en détruisant le désir. Car pour que l'action à poser puisse être menée spontanément, il est indispensable que le corps et la pensée se mettent en harmonie. Leur inharmonie va provoquer une entrave organique ou affective allant jusqu'à perturber le sens du beau et du vrai à respecter. Autrement dit, le moindre frottement entre l'impulsion instinctive, la raison ou l'idéal feront en sorte que la volonté se refroidisse, entraînant une contraction vibratoire fatigante, paralysant même le système nerveux tout entier. L'action perd ainsi sa qualité essentielle qui est de procurer de la joie. Exemple, l'enfant en bonne santé ne joue pas pour atteindre un but défini, du genre perdre ou gagner quoi que ce soit, mais juste pour le plaisir de bouger, de courir, de crier, de se dépenser. Le mouvement lui procure une joie intense. Dès qu'une quelconque contrainte est portée à son égard,
les choses se passeront comme si dans son corps quelque chose y grince. Cette joie va finalement se traduire en fatigue car il va ressentir qu'il y a un effort à mener et va fuir. Chez l'adulte, l'effort est toujours vicié parce que le plaisir de l'action n'est pas substitué par les impulsions de la découverte de l'absolu. Il trouve dans tout effort une amère réponse dans la finalité d'être contraint de mener des actions supposées nécessaires. Au lieu de voir dans la vie l'acquisition de la maturité, l'adulte se tend avec avidité vers le fruit du culte du moindre effort ou pas d'effort du tout. Crispé, fâché, car pour lui les satisfactions finales des actions jusque-là menées ne lui apportent qu'une satisfaction aléatoire, oubliant que l'action est un plaisir qui dure autant que la vie et que l'action elle-même est même indispensable à la volonté puisqu'il faille l'entretenir. Résultat, en ne voyant que le but à atteindre et en négligeant l'action à mener, on détruit la joie de vivre spirituellement ainsi que la vie elle-même. Voyant que le but à atteindre et en négligeant l'action à mener, on détruit la joie de vivre spirituellement ainsi que la vie elle-même. Professeur Emmanuel Lipote, comment comprendre cette dernière phrase de votre chronique? Alors, ça veut dire que la vie n'est pas tout ce que nous pensons du point de vue matériel. Nous sommes un peu, disons, caricaturés par le matériel. C'est-à-dire que on mange des substances nutritives matérielles, on réfléchit matériel, on voyage matériel, la réussite dans la vie matérielle, c'est-à-dire le bonheur matériel, tout est matériel. Alors ça fait qu'on est un peu distrait du fait même que nous pouvons avoir à réfléchir sur le fondament même de notre existence. C'est qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi existons-nous. On existe à un point trait. Et puis quoi? Alors donc, il n'est pas question de commencer à réfléchir autrement. On se lève le matin, on prend son petit déjeuner quand on a la chance d'en prendre. À midi, on mange. Le soir également, son petit dîner est là. Donc, le tour est joué, on a les moyens de sa politique et on vit comme ça. On a les enfants en Europe, tout le monde en Afrique a besoin de voir ses enfants ailleurs parce que là-bas, la monnaie est forte. Nous, on a la monnaie des singes, je sais, avec le CFA et tout ça. Bon, résultat, le bonheur, c'est ailleurs. On n'a même pas le bonheur autrement que de voir ça dans les choses de l'environnement où les gens évoluent. Pourtant, le bonheur, c'est à l'intérieur de nous. Parce que tout ce que, bon, on va beau dire, tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu meurs. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Bon, tu bavardes comme on bavarde là, tu meurs, tu ne bavardes pas, tu meurs. Bon, mais ce n'est pas ça le problème, c'est pas mourir. D'abord qu'on ne meurt pas, on change de vie. Et donc, on doit accomplir une mission, sachant que si la mission qui vous est assignée en ces moments de votre existence n'est pas bien suivie, si ce n'est pas bien accompli, vous êtes obligé de revenir, recommencer à zéro. La même mission. Alors, mais si vous l'accomplissez, vous venez pour une mission plus noble, plus attrayante, ou alors une mission plus accomplie. Parce que c'est comme une personne qui a commencé à construire une maison et qui décède par enchantement, revient avec une autre force, par exemple. Et constate qu'il y a même beaucoup d'inspiration par rapport à par rapport au plan de la maison, parce que la maison, en fait, c'est notre vie. Ici, il s'agit de la vie. Il ne s'agit pas de l'existence, parce que l'existence, on finit avec au cours d'une incarnation donnée, mais la vie continue. Ça dure du jour comme de nuit, ou alors du vivant comme de mort, on vit.
on vit et puis la vie, elle ne disparaît pas. Ce qui nous décroche de cette vie, c'est le fait d'avoir habité dans un corps. C'est-à-dire que quand je dis le fait d'avoir habité dans un corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous c'est l'être intérieur. C'est ça, nous. C'est-à-dire, c'est ça chacun de nous. Ce n'est pas son corps. Alors, c'est cet être intérieur qui est locataire dans le corps pour un temps. Et sa manière d'utiliser le corps va séquentiellement. Les séquences de 7 ans, par exemple, où de l'état de bébé à l'état d'enfant, de l'état d'enfant à l'état d'adolescent, de l'état d'adolescent à l'état d'adulte, de l'état d'adulte à l'état de vieillard, il y a des séquences, et des séquences de 7 ans en fait. Alors chaque séquence, le corps changeait et l'être intérieur reste le même. Oui. Malheureusement, cet être intérieur peut affecter, du moins peut être affecté, je vais dire, par son environnement, donc acquérir de nouvelles habitudes et qui vont jouer sur le tempérament, donc sur l'inné, c'est-à-dire la manière dont l'être serait né ne sera pas la même, du moins. C'est que l'être avait comme attribué à la naissance viendra se gripper d'autres habitudes. Et ce qui va faire de sa personnalité et quelqu'un d'autrement. C'est-à-dire, ça dépend, par exemple, ça peut dépendre de son environnement, ça peut dépendre de son milieu scolaire, ou pas, parce que c'est pas tout le monde qui va à l'école de la même manière. Alors donc tout cela affecte la vie et de l'inné, quoi. Ça affecte l'inné et ça donne d'autres caractéristiques à la personnalité de l'individu. Voilà. D'accord. Mais professeur, plusieurs fois vous avez dit à cette émission qu'on ne devrait pas se soucier de la vie matérielle. On devrait se soucier du bonheur qui est à l'intérieur de nous. Mais est-ce qu'on peut vivre dans ce monde, professeur, où tout est matériel et ne penser qu'à notre bonheur intérieur? Est-ce que notre bonheur intérieur, je ne sais pas de quoi vous parlez déjà, peut nous aider à payer nos loyers, à envoyer nos enfants à l'école? Voilà, c'est une bonne question. Bon, et notre bonheur matériel nous garantit-il la scolarisation de nos enfants? Oui. Non plus. Non, parce que le bonheur matériel est éphémère. Vous aviez du travail aujourd'hui, vous n'en avez plus. Demain, vous ne travaillez plus. Vous faites comment pour payer la scolarité de vos enfants? Si vous aviez tout misé sur le bonheur matériel. Hein? Vous avez le bonheur matériel aujourd'hui, tous vos enfants ont réussi, entre guillemets, parce que tous sont allés au Canada, en Chine, partout. Vous restez là, vous morfondre avec un bon cancer qui vous terrasse et qui fait en sorte que vous ne pouvez plus envoyer de quoi vivre à vos enfants et qui sont devenus des clochards où ils sont. Ben ici, tout le monde sait que vos enfants sont... vous êtes une famille heureuse. Alors, à cela, le mode de vie fait en sorte que soit vous êtes un monsieur qui devient veuf, madame est décédée, du fait de cette vie luxueuse. Parce que le bonheur intérieur n'est pas intéressant, on n'en pense même pas. Alors, on va vendre ces immeubles, on va se retrouver dans les hôpitaux généraux, le gouffre dessous, tout son argent va se retrouver là-bas. Donc, ce que le monde matériel, l'Occident, vous a donné de la main gauche, ils reprennent ça de la main droite. C'est-à-dire c'est toi-même qui viens payer les factures de 20 millions des soins pour des petites douleurs de rien tout qu'on vous aurait soigné et naturellement quelque part et avec un nouveau mode de vie tenant compte d'un certain nombre de critères. Par exemple, les critères sont du genre
le gène curatif, Oui. vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez jamais pu comprendre que l'esprit se nourrit du gène, le corps se nourrit des substances. Voilà. Le corps physique mange les substances et l'âme mange le subtil, c'est-à-dire un aliment subtil. Alors vous ne savez pas qu'est-ce que c'est et que cet aliment n'est possible que par le gène et que le gène est capable de réparer tout dégât et tout désordre dans le corps à tous les niveaux. Alors vous n'allez pas vous investir dans cette logique parce que vous n'avez rien à faire avec ce genre de logique. Votre logique, c'est que c'est le matériel. Alors, maintenant, vous allez peut-être garantir, pour revenir à ta question, vous allez garantir de l'argent, vous allez payer la scolarité, comme j'ai dit. Vous allez mourir, bon, mal, mais on va dire, est-ce que quelqu'un meurt bien? Les enfants sont heureux. Tout le monde meurt, c'est tout. Bon, mal ou bien. Mais mourir mal, c'est souffrir, être sur la chair roulante, avec des douleurs, où on est tout le temps en train de faire et puis parfois vous n'avez même personne à côté de vous parce que le bonheur vous l'avez cherché de part et d'autre jusqu'à votre progéniture. Voilà. Vous voyez une personne qui a une maison sur 100 mètres carrés ou bien 50 mètres carrés où dedans, dans sa chambre, elle est comme une pierre déposée dans un coin. Parce que son lit, il a beau être grand n'importe comment, mais au risque même que coucher dans son propre lit, on ne le voit pas, il doit quand même prendre un lit moyen, mais l'endroit où le lit est posé dans la chambre, hein, bon, on a l'impression que la chambre est vide. Alors, mais tout ça, c'est le bonheur. Alors, les autres appartements de l'immeuble où il se trouve, ce n'est pas en location, c'est le chez lui. Et l'appartement, c'est pour les enfants. Et aucun enfant ne peut revenir habiter ces appartements parce qu'ils trouvent que c'est une construction archaïque. Et d'aucuns même disent que pourquoi ils mettaient les étages à une maison dans un pays où on peut construire, faire une jolie cour et tout, et y rester. Et que lui, il construisait une maison aussi grande comme ça que qui vont habiter dedans. Alors tout ça, c'est ça le bonheur de la terre. Mais entre-temps, tu as fait quoi pour ton devenir, pour ton côté spirituel? Tu as été à l'église, ancienne de l'église. Tu as donné plein d'argent pour la construction. D'ailleurs, tu as conçu toute une chapelle dans ton village ou bien dans ta ville. Tu es pourvoyeur de dons, tout le temps, de l'argent parfois escroqué aux employés à gauche, à droite, que tu n'as pas voulu payer les salaires, tu te rachètes quand même dans ce milieu en disant c'est le milieu de Dieu. Oubliant que la Bible dit que ce qui est construit des mains des hommes n'appartient pas à Dieu. Voilà. D'accord, mais professeur, concernant ce cas, où est la place de la volonté? Est-ce que cette personne n'a pas eu assez de volonté pour réussir sur les deux camps, le camp physique et le camp spirituel? Alors, en parlant de la volonté, donc, dans la chronique, nous avons essayé de relever le fait que, c'est-à-dire on a fait un pas, parce que depuis un bon bout de temps, on parlait de la volonté. D'accord. Alors maintenant, qui veut peut. Nous avons dit que ce n'est pas tout le monde qui veut, qui peut. D'accord. Et nous avons même expliqué que vouloir la volonté doit aller avec des attributs positifs. La dernière édition. La volonté doit aller avec des attributs positifs. Et nous avons essayé d'expliquer que les attributs positifs voulaient dire savoir ce qu'on veut et comment on veut ce qu'on veut. Oui. Parce que le tout n'est pas de vouloir. Tu ne pourras pas. Tu peux pas dire je vais être président de la République parce que tu as créé un parti politique. Tu deviens président de la République. Du tout. Non. Peut-être que pour être président de la République, dans beaucoup de pays, même en France, il faut que tu aies un lobby. On vient te placer. Le vote vient simuler le trucage, du moins l'imposition de l'homme à un peuple. Bon, on organise un vote. Dans les pays développés, on ne discute pas le résultat. C'est ça la démocratie. Si tu discutes le résultat, même quand tu as raison,
tu n'es pas démocrate. Dans les pays sous-développés, on peut discuter la démocratie jusqu'à... On voit quels sont les intérêts que toi tu nous apportes avec les lobbyistes et les néocolons. Oui. Hein, on dit, bon, tu nous signes ceci, tu nous signes cela, on se fout de ton peuple, et puis on te donne le poste. Tu vois seulement que quelqu'un est élu par le biais de l'imposition, cette fois-là, à ciel ouvert. Oui. Hein, pour que plus tard, s'il fait chier, on lui dit, tu étais troisième, tu es maintenant premier. Donc tu t'étais. Hein, toi-même, tu sais comment tu as été mal voté. Alors, donc, tout cela, c'est des situations qui voudraient bien que on comprenne comment fonctionne le monde. Alors, lorsque nous évoquons ce genre de cas qui peuvent paraître peut-être hors sujet par rapport à l'émission, oubliant que l'émission est au cœur du social. Oui. Parce qu'une émission éthique doit aller dans tous les sens, doit s'occuper de l'homme dans toutes les dimensions et doit permettre à l'homme de retrouver son équilibre à partir d'un savoir qui lui est propre, afin de trouver son affranchissement, son autonomie, parce que personne ne peut être indépendant, son autonomie. Et là, afin de comprendre qu'avec sa vie, entre lui et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, à partir de là, on peut commencer à rechercher la dimension exacte de sa personne intérieure pour faire prévaloir cette dimension. C'est avec cette dimension que on a beau être bonne, pousseur, mototaxi, clergé, imam, président de la République, gouverneur, on reste des êtres humains. Nous mourrons de la même façon. D'abord, Ecclésiaste dit que la mort de l'homme n'est pas différente de la mort de la bête. Oui. Alors, ce qui veut dire que tout règne animal meurt de la même façon. Alors, quand tu mets dans la marmite pour te manger parce que tu es le bœuf, ou qu'on t'enterre normalement parce que tu es roi, alors, vous tous vous êtes morts. Alors, maintenant, quelle est la différence entre une bête qui meurt, tuée pour être mangée, et d'un roi qui meurt après avoir tué des gens et des gens et des gens, après avoir exterminé des quartiers entiers. Oui. Quelle est la différence? Moi, je pense que la bête qui est entrée dans une marmite et qui a été mangée a eu quand même de mérite. Parce qu'au moins, les gens allaient crever de faim. Lui, elle est venue sauver cette famille-là. Bon, où elle a sauvé les gens parce que sa chair a été vendue au kilo, et puis les commerçants et ceux qui l'ont mangé. En attendant qu'ils aient la goutte ou de maladies auto-immunes, du fait d'avoir mangé la chair morte, des protéines mortes qu'il n'en fallait pas. Mais tout au moins, dans un premier temps, on a quand même assouvi sa faim. Alors donc, c'est quelque chose de fondamental de dire aux gens que nous sommes au même pied d'égalité. C'est le rôle à jouer dans la société qu'il ne faut pas changer. Parce que ces rôles-là, chacun doit être à sa place. Vous ne pouvez pas vouloir être militaire en même temps, je ne sais pas quoi, ou vous ne pouvez pas être pousseur en même temps et quelque chose d'autre, quelque genre de profession d'autre au même moment. Auquel cas, vous n'êtes pas quelqu'un qui se définit elle-même. C'est-à-dire, vous n'êtes pas une personne qui se définit elle-même, du genre à savoir qu'est-ce que vous cherchez. Parce qu'il ne faut pas vouloir tout faire à la fois pour ne rien faire non plus. Il ne faut pas faire les choses des autres dont vous n'avez ni don ni vocation, hein, par imitation, parce que quelqu'un fait quelque chose, vous apprenez que ça donne de l'argent, alors vous vous mettez dans ça, ainsi de suite. Bon, c'est tout ça qui fait que le côté matériel prime sur le côté immatériel. Et aussi, les soins de santé ne sont portés que sur le côté matériel. Alors, finalement, les gens ne guérissent pas.
Parce que le côté immatériel a quand même l'impact, impacte quand même le côté physique, parce que de l'immatériel, c'est-à-dire de l'irréel que naît le réel. Par exemple, si quelqu'un, on lui coupe la main, il ne meurt pas. Mais si on arrête son souffle, il meurt. Donc ça veut dire qu'on peut amputer le corps du point de vue physique, mais le corps du point de vue métaphysique étant là, vous ne mourrez pas. Et quel est le côté qui est le plus important? C'est le côté du point de vue métaphysique. Alors pourquoi mettre ce côté dans l'oubli ou bien dans l'inexistence au profit de choses dont leur existence n'apporte pas grand-chose à l'individu que nous sommes? Voilà, c'est ça la question. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les volontés vibratoires que dégage, professeur, la volonté? Voilà. Alors, la volonté, dans un premier temps, peut entraîner des vibrations de destruction. Oui. Ça peut être une autodestruction, c'est-à-dire, tu es là, tu veux faire des choses pour rivaliser un membre de la famille. Tu ne peux pas. Tu passes, c'est-à-dire, ton désir est que il ne faut pas que cette personne-là continue à se foutre de nous, parce qu'il a l'argent, parce que, non. Alors, ou bien, il faut que vous soyez comme l'autre. C'est pas mauvais pour la jeunesse. Par exemple, quelqu'un qui veut être comme Messi ou comme Eto'o, qui fait dans le football, c'est pour s'améliorer. C'est pas pour égaler Messi ou Eto'o, ou pour l'envier et lui faire du mal. Mais si dans la famille, quelqu'un construit une maison, vous voulez construire une maison comme cette personne. Vous ne savez pas comment la personne a fait pour avoir de l'argent. Oui. Peut-être son argent, il a beaucoup souffert pour l'avoir. Et là, vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous vous rendez compte seulement de la réalisation faite qui vous flatte. Mais non pour faire des efforts et imiter le frère, parce que imiter quelqu'un n'est pas une mauvaise chose, mais envier quelqu'un, c'est ce qui n'est pas bien. Oui. Alors, vous faites quoi? Vous décidez plutôt de vous mettre dans des registres d'argent facile et allant même jusqu'à vouloir vendre ces derniers aux cons, aux femmes là, pour dire que il pense qu'il est qui? Il va voir. Moi, je vais le montrer. Et souvent, allant même jusqu'à dire à quiconque, c'est rien qu'il a fait là, ce qu'il veut faire, ça va dépasser sa part. Bon, alors tout cela, ça fait que vous n'êtes pas en train de jouer un franc jeu vis-à-vis de vous-même. Vous êtes en train de vous détruire. Parce que vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous faites. Vous êtes ignorant du danger que vous faites, vous encourez. Oui. Donc, moi, j'estime que les gens doivent comprendre notre souci lorsque nous venons à cette antenne. Ce n'est pas de dire que les autres ne savent rien, nous on sait. Non, je dis toujours qu'en montrant un doigt aux gens, 3 doigts nous regardent. En parlant ainsi aux gens, ça fait le réveil de conscience à nous autres, à faire attention parce que nous nous mirons à travers ces gens-là. Voilà. D'accord, professeur. Maintenant, parlant des vibrations, comment émettre de bonnes vibrations, professeur? Alors, les bonnes vibrations sont déjà de part de la pensée positive. C'est-à-dire que tu te contentes de ce que tu es, ou de ce que tu as, ou tu ne te contentes que de ce que tu mérites. Et pour savoir ce que tu mérites, il faut chercher à savoir ce que tu ne mérites pas. D'accord. Ne commence pas à savoir ce que tu mérites sans chercher à savoir ce que tu ne mérites pas. Parce que tu risques de voir que tout ce que tu mérites, c'est ce que tu mérites, sans savoir que ce que tu mérites, tu ne mérites pas ça. Alors donc, la pensée positive n'est pas que
à mon âge, je devrais avoir des enfants. Parce que vous n'en avez pas, parce que votre sœur ou votre frère en a. Ou je devais avoir le mariage, parce que vous n'êtes pas marié. Ou je devais avoir déjà construit un immeuble, mais je n'ai même pas les possibilités de louer une maison, louer même une chambre. Bon, peut-être qu'on est locataire dans une chambre, on aurait souhaité au moins louer un appartement. Alors tout cela, tu commences à cogiter. Alors, qu'est-ce qui te prouve que tu es né pour construire une maison? Rien. Tout à fait. Tu n'as jamais cherché, est-ce que je peux construire une maison ou pas? Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la maison. Et ce n'est pas toutes les maisons qui étaient nécessaires d'être construites. Parce qu'après, certaines maisons ne servent à rien. Soit le décès de toute une famille, bon, à rien pour rien, d'autres gens peuvent venir y habiter. On ne peut pas refuser de construire une maison parce que si on meurt, quelqu'un d'autre va pouvoir y habiter. Pourquoi? Ce n'est pas non plus une pensée positive. Mais j'explique que si tu es pour atteindre un objectif d'une chose qui ne t'apporte rien à la fin. Des choses, c'est-à-dire des pensées portées sur des choses éphémères, ce ne sont pas des pensées positives. Alors, les pensées portées sur des choses constructives, des choses édifiantes et tout, sont des pensées positives. Et les choses édifiantes sont du genre avoir le bien des autres, beaucoup plus qu'avoir son bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux jamais crever de faim si tu privilégies le fait de faire manger les gens. Comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la maison, tu manges et tu ne donnes pas à tes enfants. Il y a quelqu'un, excusez-moi de vous couper, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Georgette, tu sais, je suis riche. Je suis riche parce que je suis chiche. Alors, plus tu donnes, plus tu t'appauvris. Voilà. Plus tu es chiche, plus tu t'enrichis. Oui, plus tu as. Plus tu as, voilà. Oui. Bon, alors moi j'ai dit... Voilà quelqu'un qui est très riche. Oui, parce il est riche. Je donne un exemple simple. Oui. Tu fondes un foyer. Tu as ta femme et tes enfants, ils mangent des pilés, les bananes malaxées et tout. Toi, tu es riche, tu manges bien. Et avec les petites, dans les rues de la joie. Bon, maintenant, à ces petites-là, tu jongles aussi, tu ne les donnes pas l'argent. Tu manges avec eux ou avec elles, ça dépend. Parce que ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Ça dépend qui a les petites ou les petits. Alors, maintenant, à un moment donné, tu accumules les biens. Tes enfants grandissent dans la misère, dans les difficultés. Et au soir de ta vie, il faut un secours. Les concours de circonstances vont dans le sens que tu tombes malade, aucun de tes enfants n'est à tes côtés. Simplement parce que tu les as affamés, chacun est allé se débrouiller pour qu'ils ne meurent pas. Bon, tu es riche comment alors? Parce que si tu peux refuser aux uns et aux autres et tu donnes à tes enfants, on peut dire que tu es riche parce que tu as quand même fait tout pour encadrer ton foyer. Mais même jusque-là, tu n'es pas riche. Parce qu'il peut s'avérer que tout ce que tu attendais de tes enfants, tu n'as pas eu ça. C'est les enfants des autres qui viennent vers toi pour t'aider. Hein? La richesse d'un homme n'est pas ses acquisitions matérielles. J'insiste sur ça. D'accord, professeur. Voilà. Alors, certaines personnes manipulent, professeur, nos pensées. Alors, comment être à l'abri de cette manipulation? Alors, si on a des pensées négatives, on attire comme les aimants de pôle négatif attirent les aimants de pôle positif, nous attirons la négation de ce genre-là. Si nous avons des pensées positives, hein, comme nous parlons de la volonté à attraction positive, nous émettons des vibrations fortes qui détruisent sur un large champ magnétique
les vibrations négatives venant de partout et de nulle part. Et là, à partir de là, nous n'avons pas besoin d'une surprotection. Nous sommes protégés d'abord déjà du fait que tout être humain a une marge de protection qui lui est propre. Et à cela s'ajoutent des vibrations positives, des vibrations attractives, et à partir de là, ça amplifie notre protection. Donc on n'a pas besoin d'avoir des couches de nuit qui doivent trouver des solutions dans les églises de réveil, hein, ou chez les malams, c'est pas des marabouts, d'un autre genre. On n'a pas besoin d'une certaine protection parce que la force attractive de la volonté positive mise en branle, qui va dans tous les sens, parce que dans la volonté positive, il n'y a pas seulement que la pensée, mais il y a l'action. C'est ce que nous faisons ce soir. L'action fait que les impulsions qui vont dans le sens à atteindre l'absolu commencent par créer en soi une intelligence. Cette intelligence va créer le raisonnement. Le raisonnement va donner sens à la finalité du raisonnement, va donner un sens à ce que on veut savoir, dont on sera devant la vérité. Alors quand on arrive à ce stade, on peut déjà dire que on n'a plus besoin de maraboutisme ou bien de voyance ou de clairvoyance pour pouvoir prendre en main sa vie. Voilà. D'accord. Peut-être qu'il faille s'initier à la méditation aussi. Tout à fait. Donc, s'initier à la méditation. La méditation se prépare. Elle ne s'improvise pas comme dans le cas de la prière. Pour nous, la tâche est non point la moindre. Il s'agit de vous apporter un peu d'ordre et de clarté dans les amasses des innombrables productions, tant sur le plan matériel que spirituel, qui vous sont proposées de lustre et qui de nos jours vous agressent plus l'esprit. Il ne sert à rien de rejeter la science occulte, à refuser d'insister particulièrement sur l'étude qui concerne la constitution occulte de l'homme, s'attardant sur le rapport avec la cause créatrice et la nature. Cette étude sera le couronnement et même la synthèse d'une grande énigme qui se traduit par la présence de la vie dans l'existence de tout un chacun. Cette tâche se dénote en des prescriptions majeures de bonnes mœurs qui résultent de l'univers. Celles-ci doivent servir de bonne conduite pour le bien-être, la santé. Mais pour qu'elles puissent en être pratiques pour l'homme, ces prescriptions sont plus importantes du côté de la sphère médicale, la pathogénétique, la donne clinique et la thérapeutique. Elles doivent faire un assaut renouvelé pour que cesse l'ignorance chez les scientistes professionnels du mensonge, de la science sans conscience bien ancrée en médecine conventionnelle par exemple, et aussi chez des charlatans de l'occultisme, etc., afin que ces derniers cessent de faire croire que leurs actions sont humanitaires. Revenons un peu en arrière pour repréciser que la méditation est différente de la prière. Elle fait l'objet d'une initiation alors que la prière est une autre chose. Bien qu'elle soit parfois basée sur des récits à mémoriser, tant chez les catholiques que chez les musulmans, la prière n'est qu'une simple demande, une sorte de supplication égoïste parce qu'elle est penchée dans une attente. La satisfaction des désirs personnels de la personne qui prie. Toujours est-il dit que si de nos jours certains adeptes de ces religions ne s'intéressent vraiment pas à ces récits parce qu'ils jugent qu'en s'y mettant, cela serait une perte du temps, heureusement ils continueront à être admis dans ces assemblées. Qu'importe la finalité dans ce milieu est que chaque personne puisse prier à sa guise, même si c'est n'importe comment, ça vaut mieux. Chez les apostoliques et autres églises de réveil, cela va de soi, car ici les choses vont dans tous les sens.
Alors que s'il faut parler de la méditation, cela se veut sérieux. C'est pour cela qu'on constate souvent que tous ceux qui prétendent la pratiquer n'en sont toujours pas à la hauteur. La méditation nécessite une pédagogie, un suivi qui doit se faire dans une démarche qui se veut strictement initiatique. Elle exige impérativement une sérieuse préparation de soi. Il est sans ignorer qu'il y a des peuples qui méditent depuis la nuit des temps. La méditation est juste une tasse de café pour eux, car dès la naissance, on est dans la pratique des disciplines du genre yoga et autres. Pourtant, de telles pratiques étouffent facilement tous ceux qui n'en ont pas été héritiers. Résultat, il y a un début pour chaque chose. Si pour vous, c'est le moment de commencer à pratiquer la méditation, mettez-vous-en sans lâche. Il vaut mieux tard que jamais. N'oubliez surtout pas que parfois, on est porté à faire certaines pratiques depuis l'enfance et celles-ci en deviennent une routine. Il peut arriver qu'on ne comprenne rien de ce qu'on fait souvent. En de tels cas, on aura perdu le sens métaphysique d'une telle pratique et on va se retrouver dans une situation d'une sorte de commodité pour un autre genre de pratique de la prière. Attention, la méditation relève de l'initiation et elle doit se pratiquer le plus spirituellement possible. Routine. Il peut arriver qu'on ne comprenne rien de ce qu'on fait souvent. En de tels cas, on aura perdu le sens métaphysique d'une telle pratique et on va se retrouver dans une situation d'une sorte de commodité pour un autre genre de pratique de la prière. Attention, la méditation relève de l'initiation. S'initier et elle doit se pratiquer le plus spirituellement possible. En routine. Il peut arriver qu'on ne comprenne rien de ce qu'on fait souvent. En de tels cas, on aura perdu le sens métaphysique d'une telle pratique et on va se retrouver dans une situation d'une sorte de commodité pour un autre genre de pratique de la prière. Attention, la méditation relève de l'initiation. S'initier et elle doit se pratiquer le plus spirituellement possible. En routine. Professeur Emmanuel Lipote, on adresse la prière à Dieu, à Jésus. Alors, à qui adresse-t-on la méditation? On adresse même pas seulement à Jésus, on adresse aussi à Allah. Sauf qu'il y a des mouvements qui adressent les prières quelque part. Il y en a qui n'adressent pas de mouvements, des prières quelque part. Parce que si tu prends par exemple le bouddhisme, oui, il n'adresse pas la prière à quelqu'un. C'est un mouvement où on vous donne la possibilité de chercher à vous élever. C'est tout. On n'adresse pas de prière à quelqu'un. Parce que c'est des mouvements où on peut rencontrer des possibilités de méditer. Bon, mais d'accord, quand on prie, on dit au nom de Jésus, au nom de si, au nom de Allah, au nom de... La méditation, professeur, comment ça se passe? C'est réservé uniquement aux initiés? Non. Comment ça se passe? Mais attends, c'est pour cette raison que nous sommes en train de comprendre, chercher à comprendre comment on médite à travers des multiples chapitres alloués au thème central. Oui. Méditer pour trouver des solutions à nos problèmes. Pourquoi ce thème doit être décortiqué en chapitres? C'est comme si on écrivait un livre et que maintenant, chapitre par chapitre, on va finir par lire tout le livre. Et à la fin, avoir soit la quintessence de la chose, soit avoir la chose totale. Parce que la méditation n'est pas la prière. La prière aussi a des livres. Oui. Il y a des tas de livres pour des prières, pour ceux qui s'intéressent dans ce domaine-là, savent que chez les religieux, il y a des livres de prières. Chacun écrit son livre comme il l'entend. Et comme il pense. Ou comme il reçoit une révélation. Oui. Bon, alors, maintenant, toutefois, il faut reconnaître quand même que les livres de prière, c'est géré dans le sens où la rédaction amène à comprendre qu'il existe Dieu, ou il existe une entité divine à qui ou chez qui on attend tout.
Bon, là, tu peux croiser les bras et prier. Tu attends que Dieu dise oui. Tu as bien fait en me priant, mais attends encore. Parce qu'on dit souvent que Dieu n'est pas pressé pour réagir lorsqu'on prie. Donc, ce qui fait qu'on peut passer toute sa vie à l'église à prier sans qu'il ne réagisse, c'est pas grave. Il va réagir lorsque tu seras au ciel. Il va te dire, tu as tellement prié que le moment est venu que je te reçoive ici. Même si tu avais les mauvaises habitudes, même si tu n'avais rien fait pour ton évolution spirituelle, dans le sens à trouver les canaux pour que la spiritualité fasse partie de ta vie. Et que tu as passé tout ton temps à prier. Alors, donc, il n'y a pas un problème, pourvu que tu pries. Alors qu'en méditation, ce n'est pas ça. La méditation, c'est la recherche de communier avec l'au-delà. C'est de communier avec Dieu. C'est ça la méditation. D'accord. Voilà. Pouvez-vous nous parler de la constitution occulte de l'homme, professeur Emmanuel Lipote? La constitution occulte de l'homme, c'est les différents corps de l'homme. C'est-à-dire? C'est-à-dire le corps physique que nous connaissons bien. Bon, qui a permis que tu sois bien maquillé ce soir et que les téléspectateurs dégustent ta beauté. Par exemple, ça c'est le physique. Et cela, c'est pourrissable, c'est périssable. Ça n'a pas de sens à un moment donné. Parce que souvent, on peint aussi les cadavres comme ça. On les met les jolis rouges à lèvres et tout. Et puis ils sont couchés là, inanimés. Alors, maintenant, après, il y a quoi encore? Vous me comparez pas un cadavre? Ah mais non, mais je dis l'être humain. Parce que là, quand il est là, tu entends les gens au quartier dire que ouais, il était couché là comme s'il dormait. Bon, donc, on a passé tout son temps à ne voir que le côté matériel. À l'hôpital, on t'a perfusé. Pendant tout le temps. Tu es sous perfusion, tu es là. Allez, c'est le côté matériel. Le médecin ne se pose jamais des questions de savoir que son âme, son esprit. Non, il n'a pas appris ça à l'école. C'est rien de ça. Bon, ton âme, ton esprit, ça peut être un problème à résoudre pour que tu quittes là et que tu ne prennes aucune perfusion. Mais si c'est ça qu'il commence à faire, c'est qu'il n'est pas universitaire. C'est qu'il est tout sauf un universitaire. Bon, parce qu'il y a comme si c'est une certaine vantardise ou une vanité de dire moi je suis universitaire. J'entends souvent les gens pour faire taire à l'autre, ils disent mais dis donc, je croyais que dans le milieu universitaire que nous sommes, de tels débats ne servent à rien. C'est ça qui fascine les journalistes, à éviter des gens qui vont venir parler dans le sens des discours universitaires et non parler dans le sens du fond des problèmes qui minent l'être humain. Alors, donc, on va trimballer une pandémie sur 2, 3, 4, 5 ans. Mais parce que c'est entretenu par des lobbyistes. Et ces lobbies-là, certains ne sont même pas universitaires. C'est des gens qui manipulent notre planète parce que les rapports de force sur le plan matériel tournent de leur côté. Alors, maintenant, je pense qu'il est donc de bon ton de se poser des questions fondamentales. Que, au fait, ma vie, c'est quoi? Et verser dans le pourquoi des choses. Pourquoi je suis malade? Pourquoi je n'ai pas réussi dans la vie comme les autres? Parce que, en se posant cette question, surtout en ce qui concerne la réussite, comme les autres, il y en a qui disent, mon père ne m'a pas envoyé à l'école. C'est ça, vraiment, l'handicap. Bon. Mais ton père n'a pas refusé que s'il ne t'envoie pas à l'école, que tu ne fasses pas les cours du soir, toi-même, en se battant. C'est comme tu penses que c'est l'école qu'il fallait faire pour réussir dans la vie. Alors maintenant, psychologiquement, tu es amoindri parce que on ne t'a pas envoyé à l'école et toi-même, tu n'as rien fait pour étudier, pour apprendre les choses.
Alors donc, pour finir, je pense qu'il y a une situation qui tourne autour du fait que nous ne prenons pas acte de la dimension intérieure de notre être. Nous ne prenons pas acte, nous ne savons même pas qu'il existe une dimension pareille. Voilà. D'accord, mais professeur, est-ce que vous pensez qu'un sorcier, ça n'a rien à voir avec la méditation, est-ce que vous pensez qu'un sorcier puisse aller à l'hôpital moderne, professeur, sans toutefois expliquer, par exemple, que bon voilà, avant de mettre la lampe sur moi, sachez que je suis vampire, sachez que j'ai un totem. Peut-être qu'en me fendant, ce totem peut sortir. Alors, puisque vous dites que les médecins ne connaissent pas le côté, je vais dire quoi, métaphysique ou bien psychique, le côté métaphysique, oui, professeur. Est-ce qu'un médecin peut toucher, peut opérer une personne, peut anesthésier une personne sans toutefois maîtriser ce côté? Il y a des médecins qui n'opèrent pas pour opérer. Parce que quand on dit médecin, les bons médecins sont les urgentistes qui font dans la chirurgie. Ceux-là, ils font du miracle. Et il y en a qui, avant d'opérer quelqu'un, il écoute son cœur. Ça lui dit, cette personne ne va pas être opérée. Vous êtes sur la table d'opération, il vient et vous dit, descendez, allez d'abord attendre. Et lui, il ne va pas vous opérer. Et si quelqu'un d'autre ose vous opérer, vous pouvez décéder. Alors, c'est comme deux fois, on peut se retrouver dans une situation où une femme n'arrive pas à sortir le bébé et on ne peut pas l'opérer non plus. Si on l'opère, elle meurt et le bébé aussi. Alors, la personne vient vers nous comme ça, et puis soit on la conseille à quelqu'un, soit on brûle les encens et on fait un petit rite, un petit rituel, quoi. Et on lui dit retourne à l'hôpital. Dès que la personne arrive, elle accouche. C'est tout. Donc il y a des choses que ce n'est pas en ouvrant le ventre de quelqu'un qu'on va voir ça. Mais il y a quand même que, en mettant la main dans certaines parties du corps de l'individu, surtout dans le sexe des femmes, lorsque le bébé ne veut pas sortir, il y en a des médecins ou des accoucheurs qui ont été blessés par je ne sais quelle dent de quoi, hein, mais vous savez traversant les gants. Vous pouvez nous dire? Oui, mais alors donc, c'est plutôt la maman de la fille qui vient accoucher sa fille. Parce que personne n'a pu l'accoucher. D'accord. Il y a des cas comme ça, ou il y a eu des cas comme ça. Comme il y a eu des cas que une dame va à l'hôpital pour accompagner l'autre. Alors, comme avant, on partait à l'hôpital pour beaucoup de semaines, ou même un mois. Le temps d'attendre, parce qu'il n'y avait pas de césariens, il n'y avait pas ce genre d'épidémie, comme il en est question maintenant. Il n'y avait pas de chirurgiens à ouvrir le ventre, même quand il faut attendre la grossesse. Ce n'était pas la mode, professeur. Ça arrive à terme, donc il n'y avait pas une épidémie. Voilà. Alors, donc, à cette époque, la femme, quand elle commençait à sentir qu'elle est trop fatiguée, elle partait finalement et lier domicile dans un centre hospitalier ou dans un dispensaire. Alors maintenant, ça pouvait être la belle-sœur ou une des personnes qui l'accompagnaient, mais qui n'avait pas d'enfant, qui n'accouchait presque jamais, du moins qui n'avait jamais de grossesse. Alors les 1 mois suffisaient. Parce que ça c'est des cas que moi, je connais très bien. Les 1 mois suffisaient pour qu'on chippe la grossesse de celle qui est allée accoucher au profit de celle qui n'était pas grosse. Comment comprendre cela? Incompréhensible, mais pourtant vrai. Alors donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer ça aux modernes, entre guillemets, parce que les modernes, c'est des abrutis universitaires, en fait. Parce que moderne ne veut rien dire. Hein? Le jour est resté le jour. Hein? La nuit est restée la nuit.
la modernité n'a rien changé. Peut-être l'électricité. Voilà. Mais dans les villages qui n'ont pas évolué en électricité et autres, c'est les mêmes nuits des pêches qu'on pratique toujours. C'est les mêmes jours, les jours sont les mêmes. Les dimanches, s'il n'y a pas de chapelle, on est toujours dans le statico. On peut faire des petits travaux comme si c'était un simple jour. Donc la modernité ne concerne pas la nature. La modernité concerne l'état d'esprit de l'individu. D'accord. Voilà. Donc, on va passer à la réflexion. Ceux qui oublient les pages sombres de leur histoire sont condamnés à les répéter. De quoi est-il question aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt national. S'il y en a qui ne voient pas le rapport, patientez un peu, vous le verrez tout à l'heure. Mais avant tout, faisons le répertoire des forces en présence. Par ordre croissant d'importance ou de pouvoir létal, et retenez bien le mot pouvoir létal ici, nous avons le bas peuple, la basse armée, la bourgeoisie civile, la bourgeoisie militaire, le président, les nations, les forces et les institutions coloniales. Voici, dans toute relation, il ne faut jamais perdre de vue le rapport de force. C'est le facteur le plus important. En fait, à chaque fois que vous avez du mal à comprendre les comportements des gens dans une quelconque relation, employez-vous à élucider les rapports de force. Qui est plus fort que qui dépend de qui a peur de qui, et tout devient clair. L'homme ne fait rien d'illogique. C'est un être merveilleusement rationnel. Quel est donc le rapport de force ici? Eh bien, encore une fois, vous le connaissez déjà. Le bas peuple est soumis à la basse armée. La basse armée est soumise à la bourgeoisie civile. La bourgeoisie civile est soumise à la bourgeoisie militaire. La bourgeoisie militaire soumise au président et le président soumis aux forces coloniales. Dans des pays comme les nôtres, où le code pénal ou la constitution ne servent pratiquement à rien, les groupes faibles n'ont aucune voie de recours légale pour se défendre contre l'oppression des groupes forts. Les colons peuvent écraser nos présidents en toute impunité. Nos présidents peuvent écraser tous ceux qui sont en dessous d'eux en toute impunité, et ainsi de suite. Au bas de cette chaîne alimentaire se trouve un bas peuple qui n'espère même plus en un bonheur ici-bas. Maintenant que nous avons étalé les forces en présence et les rapports entre ces forces, Vous voyez le rapport? nous pouvons à présent explorer ce grand concept qu'est l'intérêt national. Notez bien ceci, l'intérêt national n'existe pas. C'est une abstraction, c'est impalpable, immatériel, virtuel, c'est très difficile à cerner, ok? Ce qui est plus facile à identifier pour chacun de nous, c'est l'intérêt individuel. Et il n'y a aucune honte à l'admettre, les hommes sont avant tout motivés par l'intérêt individuel. Adam Smith, un éminent économiste, l'explique bien. La poursuite de l'intérêt individuel, ou cette tendance de chaque homme à chercher à améliorer sans cesse son sort, entraîne pour chacun un comportement qui a pour effet d'aboutir au niveau national à la meilleure organisation économique possible. C'est le fameux concept de la main invisible, un processus naturel par lequel la recherche par chacun de son intérêt personnel concourt à l'intérêt général. Exemple, au village, vous balayez votre cour et vos alentours. Votre voisin balaye sa cour et ses alentours. Le voisin du voisin balaye sa cour et ses alentours. À la fin de la journée, c'est tout le village qui est propre. Mais au départ, il n'a jamais été question de la propreté de l'ensemble du village. Seul l'intérêt individuel est réel, palpable. Il est donc irréaliste, très illusoire, hyper naïf d'espérer et même d'exiger que votre président, brusquement, pour la simple raison qu'il est devenu président, ne poursuive plus son intérêt individuel, mais qu'il poursuive seulement l'intérêt national. Votre président est comme vous. Il est avant tout un humain, un individu. Il est naturellement programmé pour d'abord veiller à son intérêt personnel, veiller sur son sort. C'est une réalité absolument humaine et immuable qu'il vaut mieux ne ni dénier ni dénoncer parce qu'elle est là pour rester. Il faut seulement apprendre à la guider, la manipuler, la contourner, créer des mécanismes. Chaque peuple doit s'arranger pour que l'intérêt individuel de son leader puisse coïncider avec l'intérêt général de la nation. En d'autres termes, dans votre poursuite de l'intérêt national, qui n'est d'ailleurs qu'un déguisement de votre intérêt individuel, n'oubliez jamais que votre leader, lui aussi, est avant tout motivé par son intérêt individuel. Si ça ne l'arrange pas,
il ne le fera pas. Si vous satisfaire implique qu'il sera tué par l'Occident, il ne vous satisfera pas. Son nom, c'est Fournia Singé, c'est Ouattara, c'est Biya, c'est Bongo, c'est Nguesso, c'est pas Jésus-Christ. Il ne sera pas l'agneau à immoler pour le peuple. Non. Il a aussi droit à vivre. Alors, professeur Emmanuel Lipote, quel est votre commentaire par rapport à cet élément qui vient de passer? Alors, vous savez que c'est une chaîne d'influence et une chaîne de pouvoir. Oui. Hein? Non, le bas peuple subit les leurs, c'est-à-dire le bas peuple, il essaie d'expliquer que le bas peuple subit les dirigeants du peuple. Oui. Et ces dirigeants-là subissent les néocolons. Les néocolons subissent les groupes d'influence du point de vue financier ou du point de vue, c'est pas mafiosi, c'est tout. Oui. Alors donc ça fait une chaîne d'influence qui fait en sorte que, pour finir, la liberté n'est pas acquise, c'est pas une chose acquise, finalement. C'est-à-dire, chez les êtres humains, on ne peut pas dire que nous sommes libres. Voilà. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, il est temps de passer à la lecture de vos messages. C'est le SOS téléspectateur. Alors, bonsoir professeur. Alors, comment comprendre que le médecin ne puisse pas connaître ce que c'est que la métaphysique? Ben non, mais écoute, les études universitaires sont comme des options. Oui. Si tu veux faire de la métaphysique, tu vas faire la philosophie. Et à l'intérieur des cours de philosophie, en tant que docteur en philosophie, ou c'est pas agrégé en philosophie, tu auras un mot à dire en métaphysique. Bon, donc, le médecin n'est pas intéressé par ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle la division de travail. Oui. Ce n'est pas une chose telle que vouloir faire croire aux gens qu'on peut tout savoir. Non. La métaphysique étant donc une science, la mère des sciences, il serait de bon ton de s'intéresser à la métaphysique. D'accord. Voilà. Pour sa culture générale. Voilà. Ok. Bonsoir, chers panélistes. Moi, c'est Kevin Gekam depuis Bana. Je suis né le 18-11-1992. J'ai des sérieux problèmes de santé depuis un moment. Que faire? Alors, vous avez des sérieux problèmes de santé depuis un moment. Que faire? Moi, je pense que les problèmes de santé ne font pas partie des choses que nous faisons ici comme si c'était une consultation. C'est pour cette raison qu'on demande à ce que les gens nous appellent hors antenne, souvent, pour nous expliquer de quoi souffrait-il et voir ce qu'à notre possibilité, on peut leur donner comme conseil. On n'est pas des médecins, en quelque sorte. Nous ne faisons pas le métier de médecin où le diagnostic égale un médicament. Non. Nous faisons dans le métier de l'art du bien-être, qui passe par le fait de la connaissance de l'homme dans ses triples ou dans ses multiples dimensions. D'accord. Et là, ça nécessite à ce que nous discutions avec les gens profondément. Parce que s'il faut voir seulement la chose dans un sens, on sera en train de dire que, bon, si vous avez le diabète, venez nous voir. Si vous avez l'hypertension, venez nous voir. Nous, on ne pense pas que c'est comme ça que les choses devraient d'abord déjà se passer. Oui. Parce que souvent, on vous dit que vous avez le diabète, mais vous voyez quelqu'un, rien n'en sort. Oui. Pas seulement quelqu'un au quartier. Je dis, vous allez à l'hôpital, vous devenez esclave des médicaments par la suite. Bon, donc, un mauvais diagnostic égale un mauvais pronostic. Voilà. Bonsoir professeur, je suis avec une fille qui est hyper bien sur le plan comportement. Mais à chaque fois que je suis avec elle,
On a toujours des problèmes. Qu'est-ce que cela signifie? Alors moi, je pense que il faut étudier l'affinité de ce couple-là. Oui. C'est ce que je pense. Et ça, hors antenne, on en discutera. Ils connaissent déjà quel numéro appeler, puisqu'ils ont réussi à faire le message à ces numéros. Hein, 656 14 14 45, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Bonsoir professeur, je suis Kamara Oumar depuis Guinée-Conakry. Je voudrais savoir si la volonté à elle seule suffit pour vaincre tous les obstacles devant nous. Alors la volonté à elle seule ne suffit pas pour vaincre tous les obstacles devant nous, puisque nous avons dit qu'il ne peut pas forcément qui veut, mais ne peut forcément que qui a les attraits d'attributs, du moins des attributs positifs par rapport à sa volonté. Alors ces attributs, on a essayé, et je reviens d'expliquer qu'est-ce que c'est, j'y reviens, c'est qu'on essaie d'expliquer que lorsque tu veux quelque chose, il faut savoir d'abord si cette chose-là, tu mérites ça. Oui. Hein? Et comment tu sauras? En sachant que tout ce que tu veux, d'abord déjà, tu ne mérites pas ça. Donc c'est là que tu pourras faire un travail, une recherche qui permettra à ce que tu découvres des choses que tu mérites. Et tu verras que quand tu y mets un peu de la volonté, allez, tu les obtiens. Bon, donc il faut étudier, par exemple, tu mérites d'être guéri du cancer. Mais en prenant l'option de boire les sucreries que vous appelez les jus, et que les colorants sont cancérogènes, mutagènes, tératogènes, c'est-à-dire sont des gènes, des choses qui gênent, et que vous vous abstenez pas à les boire, vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce que vous buvez comme ça. Hein? Alors, et que c'est là votre malheur, c'est par là que votre malheur arrive. Ou bien vous prenez certains médicaments pour un mal d'estomac qui concerne juste une indigestion, d'avoir mangé des choses qu'il ne fallait pas. L'interférence des particules alimentaires provoque peut-être des reflux. Au lieu de chercher à ce que ce reflux-là cesse, vous prenez plutôt un médicament. Hein, comme pour imposer à l'organisme une voie à suivre. Alors, votre volonté de vous en sortir ne vous aidera pas. Ça ne va pas vous aider. Parce que les attributs positifs vis-à-vis de la volonté ne sont pas mis à profit. Hein, et la volonté est restée sans impulsion. La volonté est restée sans véritable désir. Voilà. Bonsoir à vous, bonne fête des enseignants, car avec vous, nous sommes à l'école. Professeur, vous dites qu'on ne meurt pas, mais qu'on change de vie. Qu'en est-il de nouveau-né de quelques jours qui meurt? Comment changer quelqu'un qui est porté vers le matériel? Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Alors, donc, on va dire quoi? On va dire que la vie n'est pas forcément ce qu'on pense. Hein. D'accord. Parce qu'il faut d'abord déjà savoir établir l'existence entre, du moins, établir la différence, je veux dire, entre l'existence et la vie. Il faut le faire. Si tu n'arrives pas à le faire, tu ne pourras pas savoir où se trouve la vie, où se trouve l'existence. C'est deux choses différentes. L'existence, c'est pour une courte durée. La vie, elle est pérenne. Vous vivez aujourd'hui, après que vous soyez mort, comme tout le monde le dirait, à n'importe quel moment qu'était les morts. Mais la vie continue ailleurs. Voilà, je ne sais pas si je réponds à sa question. Hein. Ah, je ne sais pas, parce que si tu penses... S'il nous écoute, il reviendra. Alors, professeur, la même personne voudrait une astuce pour concevoir un garçon. La personne peut appeler en antenne. Parce que, en fait, moi, je disais l'autre jour qu'on peut avoir un garçon
en tenant compte des mouvements de la Lune. Mais il y a plusieurs autres méthodes. Je parlais que des méthodes que j'ai utilisées moi personnellement pour faire autant de garçons que j'ai pu faire et faire une fille seulement. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. S'il vous plaît, comment faire le test d'affinité? Le test d'affinité, c'est son nom, sa date de naissance exacte, la première année de rencontre, le nom de votre vis-à-vis, sa date de naissance exacte et la première année de rencontre. C'est ça le test d'affinité. C'est par là que ça passe, quoi. C'est une étude, ce n'est pas un jeu. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Comment avoir une bonne femme? Une bonne femme. C'est Claudie qui nous envoie ce message. Claudie, un garçon. Claudie, oui. Mais en faisant un test d'affinité, en cherchant à savoir qui va vous accompagner le long de votre vie. Voilà. D'accord. Bonsoir, monsieur. On appelle quoi bonheur intérieur? Le bonheur intérieur, c'est la découverte de son être intérieur, c'est-à-dire la découverte de qui on est vraiment. Parce qu'on n'est pas celui qu'on est par le biais du fait de ne savoir que c'est que, qu'est-ce que je dirais, de ce qu'on dit de vous ou bien de ce que vous pensez de vous. Non, vous êtes plus que ça. Oui. Voilà. Ok, bonsoir, professeur. Est-ce que la manipulation mentale fait penser aux sectes et au lavage de cerveau? Paul Raoul. Alors, la manipulation mentale commence pas seulement... Pourquoi les gens vont loin? L'école, c'est une manipulation mentale. L'église, c'est une manipulation mentale. C'est ça qu'on appelle le formatage. Parce que si tu es à l'école en Asie, c'est pas pareil comme si tu étais à l'école dans le monde occidental, c'est-à-dire en Amérique ou en Europe. Pourquoi? Parce que chaque école de ces écoles-là fonctionne en fonction des buts à atteindre. Par exemple, au Cameroun, l'école de diplôme doit être reconnue par l'UNESCO. Alors pourquoi tu enseignes les gens dans ton pays? Quelqu'un quelque part connaît les diplômes. Alors ça veut dire que la personne qui doit reconnaître les diplômes a une emprise, a une mainmise sur le programme scolaire, parce que sinon, il ne va pas valider tes diplômes. Alors, si on a une mainmise sur le programme scolaire, ça ressemble un peu comme tu as une maison, tu as tes enfants, pour les nourrir, tu peux demander aux voisins. Je fais comment? Je prépare le riz là comment? Il me faut telle chose. Je fais comment? Alors, pour soigner les enfants, tu pars ailleurs. C'est ce qui se passe. Par exemple, en Afrique, c'est une maison où tout nous vient d'ailleurs. Les soins de santé nous viennent d'ailleurs. Les nourritures même nous viennent d'ailleurs. Nos supermarchés et tout n'ont rien de bon par rapport à nos nourritures. Tu ne peux pas entrer dans l'espace d'un supermarché facilement trouver qu'on vend les vivres comme le macabo, le manioc, le bâton de manioc peut être vendu, on ne sait jamais, parce qu'il y a la nouveauté dans certaines surfaces où on peut trouver le bâton de manioc, le riz et tout, et quelque part. Mais sauf que tu ne vas pas trouver le manioc, les pommes de terre. Bon, les pommes de terre, parce que c'est des trucs qui sont venus d'ailleurs et qui peuvent être importés. Donc, en fait, tout ce que nous mangeons avant, oui. Les tarots, les ignames et tout, tu n'entres pas dans les supermarchés qui se respectent et trouver un achalandage qui te permet d'acheter tout de keling-keling, de njamba-njamba, de dolé, les feuilles de dolé et tout. Voilà. Mais professeur, est-ce qu'on peut être à l'abri de la manipulation mentale? C'est Linda qui nous envoie ce message. On ne peut pas être à l'abri de la manipulation mentale si on n'a pas élevé les niveaux de sa culture générale. Parce qu'après l'école, arrive une autre école qu'on appelle l'école de la culture générale. N'oublions pas que les pays comme la Chine, je l'ai dit toujours, ne se sont pas développés en colonisant les gens ou les pays. Ne se sont pas développés en allant chercher la matière première pour elles.
Oui. La Chine s'est développée par une révolution culturelle menée par Mao Tse-tung. Alors donc, et si aujourd'hui la culture cesse dans les pays sous-développés d'Afrique, pour ne pas dire les pays en développement, en Afrique, cesse d'être les histoires de musique, le folklore et tout, devient la recherche du savoir de l'Africain que nous sommes, quel est notre savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué comme savoir. Où les intellectuels d'aujourd'hui commencent à aller dans l'arrière-plan pour interroger les gens qui parlaient à peine les langues, des langues européennes, et lesquelles personnes ont un savoir. Oui. Parce qu'avant on disait que en Afrique, lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'ébrûle. Oui. Bon, mais aujourd'hui, la jeunesse ne sait même pas que les peu de vieux qui existent, c'est quand même une petite bibliothèque qui existe quand même là. Hein? Alors, c'est le blanc qui disait ça comme ça, mais le noir, lui, ne voit pas en ça quelque chose de sérieux. Donc, on a l'impression que c'est tout de nous dépend d'ailleurs, vient d'ailleurs. Mais sauf que tout de nous ne part pas ailleurs. Hein? Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, ça fait 5 ans que je suis en couple avec mon supposé mari, mais il n'y a pas d'évolution. J'avoue que mes finances ont baissé et lui également se plaint, professeur. Est-ce qu'en faisant un lavage, les choses peuvent changer? Oui. Mais il faut appeler hors antenne pour qu'on sache de quoi il est question. Ce n'est pas parce qu'on n'évolue pas matériellement ou bien qu'on n'évolue pas. Ah non. C'est relatif. Vous pouvez évoluer spirituellement et ne pas évoluer matériellement. Mais votre évolution spirituelle sera enfreinte par du fait des pensées négatives du genre que moi je n'ai rien dans la vie, moi je suis pauvre, moi je suis ceci, moi je suis cela. Alors qu'en se contentant de ce qu'on est, on finit par avoir tout. Parce que lorsque on a évolué spirituellement, on ne manque de rien. Et manquer de rien veut dire on ne manque pas de l'essentiel. Parce qu'en fait, des choses qui ne sont pas essentielles dans la vie de l'être humain sont finalement nuisibles. Voilà. Alors, comment reconnaître les pensées corrompues qui ne viennent pas de nous, professeur? Mais toutes les pensées qui ne viennent pas de nous sont des pensées que nous connaissons. Mais tout ce qu'on nous a dit à l'école ne vient pas de nous. Tout ce qu'on nous dit à l'église ne vient pas de nous. Oui, mais professeur, si on nous a attachés, comme on dit souvent, si on nous a attachés au village, comment on fait pour savoir cela? Ah mais non, mais... Si on a un enfant à la maison, par exemple, qui, bon voilà, n'est pas comme on pense. C'est-à-dire, on a l'impression que derrière cela, il y a une main peut-être invisible. Quand on commence à avoir des idées pareilles, il faut passer à l'acte. Passer à l'acte, c'est de faire la voyance. Oui. Il ne faut pas entretenir des idées néfastes pour rien. D'accord. Peut-être qu'en faisant 2 ou 3 voyances, 2 personnes sur 3 vont dire la même chose et feront des propositions. D'accord. Voilà. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote, j'aime beaucoup votre émission. Alors, est-ce que vous faites les voyances voilà, à distance? Il faut appeler hors antenne. Puisque si nous faisons des voyances, déjà quand quelqu'un vient, c'est que nous pouvons faire des voyances quand quelqu'un n'est pas là. La diaspora, on fait des travaux pour la diaspora, sans toutefois avoir besoin de voir les gens venir vers nous. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent bénéficier, des malades qui peuvent bénéficier des conseils à distance. Et il y a des malades qu'on doit les voir. Parce que si on ne les voit pas, on ne peut rien faire pour eux. Voilà. D'accord. Bonsoir, bonne émission et longue vie à celle-ci. Comment développer son homme intérieur pour faire face, par exemple, aux couches de nuit? Est-elle négative pour notre être intérieur ou extérieur? Développer son être intérieur pour faire face aux couches de nuit, je ne crois pas que c'est comme
une recette. D'accord. Non. On a dit qu'il faut méditer, et la méditation, tout le cours concernant la méditation, nous sommes qu'au 28e chapitre. Nous avons parlé de l'alimentation dans la méditation. Nous avons parlé de la prière même, que quand vous faites la méditation, vous confondez la méditation à la prière, vous risquez en faire une mauvaise copie collée. C'est-à-dire vous copiez des aspects de la prière dans le même sens que, au lieu de mener une action qui va dans le genre de méditation qui se construit en termes de véhicule, on l'a dit, qui permet à ce que on puisse rentrer dans le chemin de la spiritualité, le but étant de diviniser son corps, parce que l'être intérieur doit devenir un divin. Et le divin n'a plus besoin d'avion pour voyager. Le divin n'a plus besoin d'aller à l'hôpital, aucune maladie. Le divin ne meurt pas. Il devient hiérophant. Donc le divin, c'est-à-dire au cours d'une existence, on ne peut pas devenir divin. D'accord. Mais au fil des existences et de vies successives, on peut devenir divin. Il faut commencer à faire ce travail-là. C'est à quoi, c'est pour cela que nous parlons de la méditation. D'accord. Voilà. Bonsoir professeur, ça fait 2 ans et demi que je suis malade. J'ai parcouru beaucoup d'endroits sans succès. J'aimerais vous rencontrer pour une consultation. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors, vous allez appeler en antenne. Parce qu'on ne sait pas de quoi les questions, on ne sait pas comment vous aider. Et puis, il y a des gens qui sont très très loin, en Afrique de l'Ouest et en France et tout, qui posent les mêmes problèmes. Oui. Comment les aider? Alors, on peut les aider de 2 manières. Oui. Soit ils s'inscrivent dans la logique des formations que nous donnons. L'une des formations officiellement établie, c'est INAM. Oui. Bon, INAM, c'est une école qui ne fait pas dans la métaphysique, mais qui fait dans la médecine alternative. D'accord. Alors, dans cette école, les gens peuvent nous appeler hors antenne à ces numéros. On va les communiquer l'adresse. Ils pourront avoir les cours par correspondance, c'est-à-dire des cours à distance, soit par WhatsApp, soit par les réseaux sociaux, ou directement en ligne à travers le site de l'école. Oui. Bon, là, il n'y a pas de problème à ça. Et ça, c'est plus garantissant, parce qu'il faut apprendre à pêcher du poisson que d'en manger sans savoir comment on a fait pour l'obtenir. D'accord. Bon, là, c'est garanti. Bon, maintenant, en ce qui concerne les études métaphysiques, c'est une autre paire de manches qu'il faut appeler hors antenne. Voilà. D'accord. Une dernière question. Bonsoir, docteur. J'ai déjà fait 10 ans avec un homme sans me demander en mariage avec 3 enfants. Que faire, Nadine de Colbison? On va revenir sur ce sujet, mais Nadine doit faire l'étude d'affinité et tout, et puis elle n'a qu'à appeler hors antenne à ces numéros. D'accord. Voilà. Professeur, on est arrivé au terme de cette émission. Votre mot de fin? Nous sommes toujours avec vous jusqu'à épuiser le thème méditation, solution à nos problèmes. Quand on l'aura épuisé, on verra s'il faut maintenant avancer ailleurs. Nous restons là, sur ce thème. Pour le moment, ça continue. D'accord. Voilà. Merci, professeur Emmanuel Lipote. Merci à vous à la maison. Merci. Alors, donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.